Bonjour et bienvenue sur TechNapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, on va tester un petit peu autre chose que de l'impression 3D, mais ça reste de la technologie et puis ça reste de la technologie au service notamment de l'impression 3D. J'utilise dans mon atelier un ordinateur portable. Alors je sais pas si je dois montrer la marque ou pas, mais en tout cas, il n'est pas super performant et moi je trouve ça en fait pas très pratique d'avoir l'ordinateur portable. Il prend toujours plein de poussière sur l'écran, c'est quelque chose que j'aime pas. Donc vous avez pu voir dans mon atelier que ça fait un petit moment que j'ai déjà installé, hop, je vous montre ici, un écran où je venais mettre ici en dessous l'ordinateur portable pour pouvoir le brancher, mais voilà, c'était pas la solution que je préférais, notamment en matière de port, et puis il n'était pas assez performant. Pour certaines applications, par exemple, je dois toujours aller sur mon Mac quand je veux travailler certaines choses, notamment au niveau 3D. Et j'avais envie, moi, vous savez, des fois on est limité, hein, il y a des applications qu'on n'a pas sous Mac. Par exemple, 3D Builder, il est utile dans certains cas, je ne pouvais pas vraiment l'utiliser. Donc voilà, il me fallait une solution sous Windows en complément de mon Mac Studio pour pouvoir travailler plus facilement. Alors je me suis dit, tiens, c'est une question souvent qu'on me pose, quels sont les quel est le matos qu'on peut avoir besoin pour de l'impression 3D et pour tous les processus liés à l'impression 3D quand on est dans un atelier. Et moi je pense, alors peut-être qu'on peut me contredire, mais moi je pense que il existe maintenant des mini PC comme ceci, un tout petit, parce que oui, je voulais pas non plus un truc avec un ventilateur de dingue qui vient, enfin voilà, moi quand j'enregistre, il faut pas que, parce que je suis occupé de faire un traitement 3D, le ventilateur souffle à mort et que ça vient empêcher que j'enregistre. En même temps, on peut ne pas avoir envie d'un bruit de soufflerie, donc il fallait quelque chose de petit, d'un format assez contenu. En fait, j'aurais voulu avoir un Mac Studio ou un Mac Mini là, mais je voulais quelque chose sous Windows pour avoir les deux écosystèmes. Donc, je me suis dit, je vais pas aller sur l'ordinateur portable ce coup-ci, mais je vais opter pour le mini PC. Alors, pour être tout à fait honnête et transparent, et c'est pour ça que la vidéo est sponsorisée, ce matériel a quand même un certain prix, hein. Il est certainement très bien, mais il a un certain prix. Et donc j'ai contacté différentes marques de mini PC pour savoir s'il y en avait une qui voulait bien sponsoriser une vidéo qui parlerait de l'utilisation de ce genre de mini PC dans un atelier. Geekom est la marque qui a accepté, qui m'a fourni ce mini IT12. Alors on va regarder un peu ses caractéristiques, je vais faire la même méthodologie que je fais pour mes vidéos tests habituellement. On va regarder les caractéristiques, on va le déballer, on va l'installer et puis on va un petit peu le tester avec différentes applications et je vous dirai si pour moi c'est une bonne solution dans l'atelier. Alors je suis déjà plus ou moins convaincu que ça, mais surtout voir alors quelles sont les choses qui sont problématiques malgré tout à l'utilisation de ça, s'il y en a. Donc voilà, allez, c'est parti pour les caractéristiques. N'oubliez pas, en attendant, le pouce, le like, le commentaire, enfin tout ce que vous pouvez faire pour m'aider et visibiliser cette vidéo. À tout de suite. Bon, alors qu'en est-il au niveau des caractéristiques, hein, donc premièrement, le prix, on peut voir que pour le moment, il est un petit peu à prix réduit. On est sur une machine qui tourne aux alentours de 759 € au prix normal, qu'ils ont pour le moment à 649 € dans la configuration i7 avec un i7 de 12e génération, donc le 12650H, 32 Go de RAM et 1 Tera de SSD. On peut l'avoir en i9 de 12e génération, un petit peu plus cher. Donc voilà, alors je le disais, c'est avec un Intel iCore i7 ou alors ici ils disent i5 mais ils ne le vendent plus ici, en tout cas en i5, ils ont mis un i9. Il y a une carte graphique Intel Iris Xe dedans et ce qui est intéressant c'est qu'on a du Bluetooth 5.2 et surtout du Wi-Fi 6E déjà prévu dedans. Alors au niveau du processeur, on est sur un processeur 12 cœurs 16 threads, il y a Windows 11 Pro de préinstallé dessus. On a un emplacement pour de la DDR4 qui est extensible, il y a 32 Go de RAM dedans de base. On le voit ici, on a deux ports HDMI qui peuvent prendre en charge une résolution jusque 8K, un SSD M2 dedans, il y a un système de refroidissement, donc on n'est pas sur un refroidissement passif, ce qui permet notamment de pousser un peu en performance à l'utilisation, à voir si ce refroidissement est bruyant ou non. Pour le moment, je n'ai pas encore fait le test, mais on verra ça dans la vidéo.
Et vous voyez, le format n'est pas très grand et c'est justement ce que moi j'avais besoin pour mon atelier. Bon, alors ici, ils nous montrent une série de tests qu'ils ont menés eux-mêmes. Alors je vais pas refaire tous les tests, mais en tout cas, moi je vais utiliser des applications qui sont bonnes pour l'impression 3D et la gravure laser et je vais vous donner un peu mon ressenti à l'utilisation pour voir, alors non pas avec des tests chiffrés, mais vraiment un ressenti d'utilisation. Donc on verra ça plus tard dans la vidéo. Et ben, vous voyez, on peut tout à fait le démonter et venir rajouter un autre SSD dedans, également rajouter de la RAM DDR4, mettre un autre disque dur au besoin. Donc on a vraiment un ordinateur très polyvalent et qu'on peut très facilement prendre avec soi également. Évidemment pas avec l'écran, mais si on a un petit écran portable, ça nous permet d'avoir une vraie petite machine de travail facilement en portable. Bon, alors je disais, il y a le Wi-Fi 6E, malheureusement moi je suis pas équipé en Wi-Fi 6E chez moi à la maison, donc ben, je vais pas pouvoir vous montrer ça, mais donc voilà, on a du Wi-Fi 6E. Alors au niveau de l'Ethernet, on a également un port LAN 2,5 Go, ce qui est mieux qu'un port Ethernet gigabit standard, ils l'écrivent mais c'est vrai en théorie. Et évidemment, ça vient avec une licence Windows 11 Pro, mais vous pouvez tout à fait mettre ce que vous voulez dessus, un Ubuntu. Ici, ils utilisent FidoS pour avoir un Chrome OS. Bon, je vois pas l'intérêt pour les applications que moi j'ai besoin. Moi, c'est vraiment du Windows que j'ai besoin, mais vous pouvez le faire si vous en avez envie. Et on a en façade deux ports USB 3.2 de génération 2, une prise casque, le bouton d'alimentation. Et sur le côté, on le voit pas ici, on a une fente pour une carte SD. Et derrière, on a deux ports entre guillemets Thunderbolt 4. Donc c'est des ports USB 4 qui ont un débit de 40 gigabits par seconde qui permet de supporter des écrans de 8K à 60 Hz. On a deux ports HDMI 2, un port USB 2, un port LAN 2,5 Go dont je parlais, et on a encore un port USB 3.2 de génération 2 sur l'arrière, donc on est quand même pas mal équipé en port. Alors ici ils disent qu'il est silencieux, que le ventilateur monte à maximum 49 décibels de bruit lorsqu'il est entièrement chargé en pleine charge. Voilà, donc je verrai au ressenti si le bruit me dérange. Donc bref, sur papier, une machine qui peut convenir aux besoins que j'en avais moi pour un prix. Alors oui, vous allez dire, moi je l'ai pas payé, c'est vrai, mais j'aurais pu m'en payer un, mais pour un prix qui est quand même globalement contenu. Ah oui, petit détail, c'est fourni aussi avec une plaque VESA pour pouvoir venir le fixer à l'arrière de son écran. Alors moi, comme je suis déjà sur un bras, je vais pas pouvoir le faire, mais au moins c'est plutôt pratique. Alors, l'unboxing, bon vous voyez, j'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir avant de filmer et de regarder un petit peu. Je l'ai pas encore installé par contre, mais bon, on va reproduire l'expérience de l'unboxing. Donc quand on l'ouvre, on a quoi? Alors normalement, il est entouré, je l'ai encore ici, il est entouré d'un plastique protecteur qui protège très bien. On peut voir quand même qu'il n'est pas très grand. On a, regardez, par rapport à ma main, on est sur quelque chose qui est pas très grand. Et pour moi, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais quelque chose qui prenne le moins de place possible dans l'atelier parce qu'il y a déjà assez de brol et je manque déjà suffisamment de place que pour rajouter par exemple une grosse tour ou quelque chose comme ça. Sachant qu'il s'agit pour moi ici plutôt d'une machine contrôleur qui va me permettre d'utiliser Lightburn et tout ça, qui nécessite quand même un petit peu de puissance quand par exemple je veux faire de la réparation de STL sous 3D Builder. Il me fallait quelque chose sous Windows, enfin bref, il me fallait une machine d'appoint qui ait un bon compromis entre la place qu'il prend, le bruit qu'il fait et les performances. Et donc voilà, j'espère que les performances seront là, on va le regarder après. Sur le côté, on a de quoi attacher un verrou Kensington, ça c'est pas mal dans certains contextes d'atelier notamment. On a ici deux ports HDMI, une prise RJ45, on a deux ports Thunderbolt et on a un port USB 3 en tout cas, et le deuxième, je ne sais pas s'il est USB 3, je vais vérifier, mais en tout cas voilà, et puis évidemment de quoi attacher la prise de courant. Sur le côté, on a un port pour la carte SD. Alors ça, c'est très bien. C'est pas micro SD, donc il vous faudra le petit adaptateur micro SD si vous voulez mettre une micro SD. Mais c'est quand même bien qu'il y ait un port dedans. Voilà, parce que moi, dans le portable que j'avais, il n'y avait pas de port. Et puis, il fallait toujours que j'ai un adaptateur récemment
enfin bref, voilà. Donc voilà, au niveau de l'ordinateur, on est, il est sobre, hein. Au niveau de la couleur, ben voilà, c'est quelque chose d'assez sobre. Alors, dans le reste de la boîte, qu'est-ce que nous avons? On a un câble HDMI, voilà, toujours utile. On a la prise de courant, l'adaptateur secteur. Alors pour ceux, parce que vous me demandez souvent ça, moi c'est quelque chose, je me poserai pas la question, mais c'est un 120 watts, 19 volts, 6 ampères 32 en sortie. En entrée, on est sur du 2 ampères maximum, 50-60 Hz et 240 volts. Donc voilà, on a des petites vis parce qu'ils ont eu également l'intelligence de fournir avec une plaque pour pouvoir l'attacher au mur, ce qui est quelque chose que je ferai certainement. Et enfin, un petit manuel qui nous explique comment l'installer, comment installer la plaque à mettre au mur au besoin, comment remplacer la RAM, puisque ça c'est un des avantages, c'est qu'on peut, enfin un des avantages, pas un désavantage. Alors moi je peux pas parce que mon écran est déjà sur un bras, mais on a une plaque VESA pour pouvoir par exemple le fixer à l'arrière de l'ordinateur. Moi je verrai si je peux pas m'en servir pour le fixer au mur, donc voilà. Mais on a déjà ça. Et alors on a un petit manuel, voilà, qui est relativement clair, qui nous explique comment, par exemple, installer un autre SSD si on veut dedans. Alors moi je le ferai pas, le 1 Tera ce sera suffisant pour moi. Mais voilà. Et pour répondre par rapport au port USB, le premier c'était un port USB 3.2 génération 2, d'accord, donc 2 en façade 3.2, 1 en façade 3.2, et celui derrière, ils disent pas ici, donc je sais pas si c'est un 3 normal ou encore un 2, bon, je sais pas. Alors on peut également remplacer la RAM au cas où on n'aurait pas assez. Moi j'ai 32 dedans, je pense que ce sera suffisant. Voilà pour l'unboxing, donc il n'y a pas beaucoup d'installation et de montage à faire dans ce cadre-ci. Donc on va maintenant le brancher et je vais certainement devoir installer Windows et on va regarder tout ça. Bon, alors vous aurez remarqué que vous n'êtes pas sur une chaîne qui parle de câble management, hein, parce que c'est toujours une horreur pour moi le câble management. Mais bon, hein, on peut pas être parfait. Alors voilà, maintenant il est branché, on va l'allumer, on va voir ce que ça fait au premier démarrage. Là au démarrage on entend un petit bruit de ventilateur, mais vraiment tout petit, à peine perceptible. On voit sur l'écran ici Geekom, machin, bienvenue. Ma souris est une souris sans fil, j'ai mis l'adaptateur Bluetooth, ok, il le trouve tout de suite. Je vois qu'il y a un Windows préinstallé et ça c'est pas mal. Allez, je vais mettre en français. Je suis pas en France mais en Belgique. Et au passage, je vais zoomer un peu plus sur l'écran. Donc je suis en Belgique, j'ai un clavier, j'en sais rien. Belge avec un point. Hop, français-Belgique, voilà. Je ne veux pas une deuxième disposition du clavier. On peut voir quand même que c'est assez réactif, hein. L'Ethernet n'est pas branché parce que là où je suis, j'ai pas d'Ethernet, mais on va se mettre en Wi-Fi. Hop, alors désolé, vous ne verrez pas ma clé réseau. Je suis connecté, hop, voilà, il me dit de me détendre. Pour le moment, j'entends rien du tout, hein. Il est parfaitement silencieux, alors il fait pas quelque chose de très lourd non plus, mais en tout cas là, il est parfaitement silencieux. Alors voilà, il a redémarré, le temps de faire son petit blabla, veuillez patienter, tout ça, ça a pris à peu près 5 minutes. Je vous ai passé ça évidemment. J'accepte tout le blabla, je nomme mon appareil, donc je vais l'appeler, hop, je ne sais plus écrire, Technapa Atelier. Voilà. Et c'est parti. Alors je viens mettre mon identifiant Windows. Alors il me propose une sauvegarde qui date du 18 juin, enfin de reprendre une sauvegarde qui date du 18 juin, mais en fait je vais pas le faire. Hop. Alors là maintenant il fait la mise à jour au démarrage, donc ça prend encore un petit peu de temps. Bon alors voilà, ça a fini d'installer, donc j'ai eu autre chose à faire entre temps, hein, donc vous voyez l'heure est un peu plus tard, ça n'a pas mis tout ce temps à installer, mais voilà, pour éviter de devoir vous montrer en filmant l'écran qui est quand même pas très confortable, j'ai installé OBS et également les drivers de mon micro, et c'est à peu près tout ce que j'ai fait pour le moment. Alors on va déjà commencer à aller voir les paramètres, enfin le système, hein, voir ce qu'on a. Donc on a bien ici
Technapa Atelier, on a le processeur de 12e génération, 32 Go de RAM, on est avec une licence de Windows 11 professionnel et une licence hop qui est activée, ça c'est mieux aussi. Alors maintenant qu'on l'a dans l'atelier, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Premièrement, une des premières choses, c'est utiliser 3D Builder. Alors 3D Builder, il est peut-être pas installé par défaut. Alors en regardant pour 3D Builder, je vois ici que j'ai Shaper 3D et j'ai une licence à Shaper 3D, donc je lance l'installation au passage. C'est marrant, mais je le retrouve pas aussi facilement dans le store de Microsoft. Il m'aurait semblé qu'on le trouve plus facilement. Bon alors voilà, je l'ai trouvé, mais ça n'a pas été facile de trouver 3D Builder dans le store de Microsoft. Et maintenant que 3D Builder est installé, je vais pouvoir voir déjà en temps réel comment il s'ouvre avec un fichier. Bon, ici le fichier ne fait que 2 mégas 6, donc ça devrait aller vite. Effectivement, il ouvre très vite. C'est le scan d'une statue égyptienne et il n'a pas de problème de réparation. Je voulais trouver un fichier qui a un problème de mèche pour pouvoir le faire réparer. Bon, je vais réessayer, je vais en trouver un autre. Donc ici j'ai un modèle un petit peu plus important qui fait 25 mégas, le casque de Vote, enfin Vote, je sais pas comment est-ce qu'on dit. Donc on voit déjà qu'il s'ouvre quasi instantanément. Je fais réparer, ici on voit qu'il a besoin d'être réparé et quand je clique il va faire sa réparation. Alors j'occupe un peu le terrain, mais voilà, moi je peux dire qu'avec mon ordinateur portable, les réparations des fois ça prenait plusieurs longues minutes, ça m'est déjà arrivé à avoir plus d'1 heure. Là ici pour le moment, en tout cas jusqu'au dernier pourcentage, il est allé assez vite. Bon, j'occupe encore un petit peu le terrain, je vais voir ce que ça donne. On l'entend travailler, le ventilateur se met à souffler un tout petit peu. Et voilà, la réparation est faite, ça a pris moins d'1 minute, donc je vais l'enregistrer en STL, hop, comme ceci. Et voilà, l'enregistrement est pratiquement instantané. Je vais essayer avec un fichier beaucoup plus lourd, ici un fichier 212 mégas. Bon, c'est évidemment un peu plus long à charger, mais ça reste pas trop excessif. Voilà, une statuette de scorpion, il y a de la réparation à faire. On peut voir que c'est un peu plus lourd. Ici, la fluidité est un tout petit peu moins bonne qu'avant, mais on est sur un fichier lourd. Je dois avouer qu'avant, moi, j'avais un PowerPoint quand je faisais ce genre de choses. En tout cas, quand je le faisais sous mon PC. Je viens faire la réparation. Et là, a priori, ça devrait être un petit peu plus long. Donc, on va mettre un chrono, tant qu'à faire. Est-ce qu'il y a une appli pour ça ? Hop. Évidemment, il a besoin de faire une mise à jour. Bon, il aura fini de réparer avant que j'ai eu le temps de faire une mise à jour. Et de lancer l'installation Arlam, oui, alarme et horloge, oui, tout à fait, Arlam. Donc, voilà, il est toujours occupé sur sa réparation, mais ça m'a pas l'air spécialement lent. Bon, je sais pas si ça vaut la peine que je lance maintenant l'alarme ou que je lance le chrono. On voit qu'il est, pour le moment, il est à peu près 2 minutes pour le temps de réparation, mais on garde de la fluidité malgré tout pendant le processus et au niveau de ce que je craignais, c'est-à-dire au niveau du traitement lourd, on n'entend pas beaucoup de bruit. Alors, ce que je vais faire en attendant qu'il termine, je vais le mettre comme ceci et on va installer d'autres logiciels, par exemple Cinebench, qui va me permettre d'évaluer le processeur simplement par rapport à d'autres choses qui existent. Bon, voilà, il a terminé, ça aura pris à peu près 3 minutes. Je l'enregistre comme ça, il sera réparé pour la première fois, pour la prochaine fois que je veux l'utiliser. Alors là, j'entends que le ventilateur s'énerve un tout petit peu, mais c'est pas vraiment excessif. Bon, pour 3D Builder, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Et les performances sont plus que suffisantes. Alors voilà, maintenant que Cinebench est installé, on va le lancer et on va voir s'il peut un petit peu nous situer par rapport aux autres processeurs qui existent pour le moment avec les performances de celui-ci. Alors je ne vais pas tester le GPU parce qu'en fait cet ordinateur-ci n'est pas équipé d'un GPU particulier, donc c'est
on a un Intel graphique, on testera après, mais c'est clairement pas dans la force du GPU qu'on va trouver un maximum de puissance dans cet ordinateur-là. En même temps, moi, je ne vais pas utiliser cet ordinateur pour des travaux lourds de modélisation. Il me fallait juste que dans l'atelier, ça tienne un peu la route, sachant que quand j'ai besoin, je vais à mon Mac. Donc je commence un premier test en simple cœur. Au passage, on peut voir qu'on est ici sur un processeur de 10 cœurs 16 threads. Qui tourne à 2,7 GHz. Bon, alors on est ici à 52 points. Bon, petit problème de micro, je reprends voix off. Donc on est ici à 52 points on peut voir qu'on est... Alors il le compare à des processeurs qui sont quand même de plutôt bons processeurs. On n'est pas dans les meilleurs processeurs, hein. Ils rivalisent pas avec un Mac M2 ou M1 Ultra, c'est sûr. Mais en tout cas, on a des performances qui tiennent la route. Bon. Les benchmarks, c'est quelque chose, on va regarder en multicœur, mais ce qui est surtout important aussi, c'est en fait l'usage qu'on en fait. Bon, alors là, je vais tester en multicœur et on va voir un petit peu où il se situe. Bon, alors en multicœur, c'est à peu près similaire, il garde un peu cette position. On est toujours loin derrière les gros processeurs tels que les M1 Ultra, mais on a quelque chose qui est cohérent. D'ailleurs, je regarde ici sur User Benchmark, et je peux voir quand même qu'il se situe vraiment pas mal en fait. Alors on va commencer par tester le SSD avec Crystal Mark, mais je sais pas pourquoi il me met un thème manga, mais voilà, j'ai pas le choix. Mais donc on va tester le SSD interne. Alors voilà, donc globalement on a quand même des performances plutôt honorables. On est ici sur 4900 mégabits seconde. Alors je suis pas informaticien, donc je ne sais pas quelle est la différence entre les 4 modes. En tout cas, les deux d'au-dessus me paraissent plutôt bien. Alors une chose que vous m'avez peut-être déjà vu, j'ai fait une vidéo il y a un moment déjà dessus, c'est WoW Export. Et ça c'est quelque chose qui permet d'aller chercher dans les fichiers de WoW, notamment dans le PTR, sur la bêta, tout ça, d'aller et sur le classique, d'aller chercher des modèles 3D et après en les retravaillant un peu sous Blender ou ZBrush ou ce que vous voulez, on peut les imprimer éventuellement en 3D. Donc par exemple je vais venir rechercher sur la bêta de WoW et après on utilisera Blender pour regarder un petit peu, ce qui nous permettra de voir aussi si Blender se gère plutôt bien sur cet ordinateur-ci. Alors ici il fait un chargement, mais c'est pas encore vraiment le chargement des modèles 3D. Là en fait c'est plutôt la connexion internet qui est à mettre en jeu, puisqu'il va aller chercher sur les serveurs de Blizzard la liste des modèles 3D. Alors voilà, une fois qu'on a installé, on a accès comme ceci à toute une série de choses, des modèles, de personnages. Voilà, donc ça c'est la nouvelle race dans la bêta de World of Warcraft pour ceux qui connaissent ou qui s'y intéressent. Et donc l'idée c'est de pouvoir exporter des modèles comme ceci pour pouvoir, si on veut, les retravailler. Vous voyez ici, on a vraiment tous les modèles, que ce soit les personnages ou les objets. Imaginons par exemple que je veuille faire reproduire, imprimer une des armes de World of Warcraft. Alors je préviens, les modèles sont quand même un peu bruts, il y a du travail à refaire derrière. Mais voilà, je vais prendre cette arme qui est le Tycoon. On n'aura d'ailleurs que la forme géométrique, on n'aura pas les détails. Il faudra travailler, donc je dis pas que c'est super facile, mais il faudra retravailler les détails avec par exemple ZBrush ou Blender, éventuellement travailler via des UV Maps et puis des effets pour venir creuser dans la matière en partant des textures. Mais donc voilà, on a ici le modèle géométrique de l'épée qui est ressorti, c'est un STL, alors on le répare, ça permet de revoir encore, alors il est tout petit là, donc ça va très très vite. Je peux m'amuser à augmenter sa taille pour, pour qu'il soit plus grand, et après je vais l'importer dans Blender. Donc je viens augmenter ici sa taille, on va dire de 500%. Alors oui, je fais attention à l'homothétie, voilà. Donc je reviens faire 500%, et voilà, j'ai maintenant mon sabre qui va être dans une taille plus exploitable pour par exemple si on a envie de l'imprimer. Je vais le sauvegarder et l'ouvrir dans Blender. Et voilà, je l'ai ouvert dans Blender. Bon, ça a l'air de fonctionner dans Blender, mais en même temps, c'est un mesh qui est pas très lourd. Donc voilà, on peut aussi faire des trucs un peu plus complexes avec WoW Export. Je vais par exemple exporter un bâtiment.
Imaginons donc que je veux exporter ce modèle-là. Il va être un peu plus complexe. Je vais l'exporter en OBJ, hein, donc le gros bouton vert. Et vous voyez que ça s'ouvre et qu'on a tout à fait la forme de l'objet. Alors je viens réparer le STL. Là encore, il est exporté tout petit. Hein. Vous voyez, on est à moins de 5 mm. Je viens réparer le STL et puis je vais l'agrandir pour pouvoir imprimer avec une hauteur de 30 cm par exemple, hein, si j'avais envie d'imprimer mon modèle comme ceci sans le retravailler. Mais je peux également, là encore, revenir dans Blender et le retravailler sous Blender. Alors parlons de Blender justement, est-ce que cette machine est capable de travailler un petit peu avec Blender? Je travaille habituellement avec mon Mac Studio sous Blender quand je veux travailler de manière un peu plus sérieuse. Mais voilà, je suis curieux et donc j'ai ouvert ce STL qui est beaucoup plus lourd, hein, donc il fait 100 et des mégas, il a pas mal de polygones, c'est un STL qui est destiné principalement à l'impression résine et donc a priori c'est quand même un travail assez lourd. Alors si je viens en mode sculpture et que j'active la Dynatopo, c'est-à-dire qui va permettre de retravailler sur le mesh directement, normalement c'est quelque chose qui est quand même assez gourmand en ressources. Alors je m'attends pas à des miracles, mais je peux déjà voir que la réactivité déjà au niveau du modèle est bonne. Avec mon ancien PC portable, ça faisait vraiment un PowerPoint, je bougeais quasi image par image pour avoir quelque chose d'un peu lourd. Ici, bon, au tout début il lag un poil, mais après, une fois qu'il est reparti, vous voyez, je suis quasi en temps réel. Si je voulais lui refaire des petites cornes comme ceci, il n'y a aucun problème. Idem, vous voyez ici, je peux lui refaire un petit sourire parce que je trouve qu'il tire un peu trop la gueule, mon Alucard. Et là aussi, aucun problème de performance sous Blender pour retravailler un mesh un peu lourd. Bon, alors je suis pas occupé de dire que ça remplace un Mac Studio, hein, c'est pas ça. Mais ce que je dis, c'est que si on a besoin de faire un petit peu de travail à la volée, faire une petite correction, moi dans le cas dans l'atelier, sans avoir envie de me réinstaller dans le bureau et tout ça, eh ben, je peux tout à fait le faire et ça c'est plutôt bien. Bon alors, cette machine me sert principalement également à contrôler mes imprimantes 3D et donc je teste avec Orca Slicer et là je vais reprendre le modèle de Alucard, hein, puisque bon, Orca Slicer ne va pas demander des masses de puissance pour gérer des STL relativement simples, mais par contre il pourrait demander pas mal de puissance pour gérer des STL complexes, hein. J'ai déjà remarqué sur le portable que j'utilisais avant que quand je faisais le slicing d'un modèle de haute résolution, ça ramait quand même vraiment pas mal. Donc est-ce qu'ici je vais avoir plus de confort de travail? Eh ben je le découvre avec vous. Bon alors voilà mon Alucard donc qui a 17 cm de haut. Alors je vais le repositionner bien comme il faut sur le plateau, mais on peut voir déjà que globalement l'affichage ça va, hein. Il utilise des fonctions GPU, on n'a pas un GPU énorme dedans, mais il est déjà suffisant pour ceci. Alors je vais faire une découpe, on va voir un petit peu le temps que prend la découpe pour un modèle comme ceci. Bon, alors là j'en suis à 40 secondes, j'ai voilà, à peu près 45 secondes. J'ai pas vraiment de point de comparaison parce que quand je travaille sur mon Mac Studio, ça prend moins de temps, mais évidemment on est sur un ordi qui est 8 fois plus cher. Mais en tout cas, ça a l'air d'aller. Alors je vais générer des supports avec au passage, hein, parce que c'est peut-être mieux. Alors je vais pas l'imprimer maintenant, hein, c'était pour tester. Mais c'est mieux pour voir aussi la charge de travail, parce que la génération de supports en général, ça prend quand même pas mal de ressources. Et là j'occupe, hein, j'occupe pour que ça puisse être en temps réel et que vous voyez... Enfin, vous voyez vraiment ce que ça fait. Bon, sauf s'il se mettra à faire 20 minutes pour générer tout ça. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Là, pour le moment, ça bouge. Alors, j'ai bientôt plus avoir de choses à dire. Coucou, salut, ça va, vous allez bien? Ah, bah si, tiens, je vais rappeler. Vous oubliez pas que sur ma chaîne, il y a un concours. Et vous pouvez gagner beaucoup de matos. Alors, retournez voir les vidéos des jours précédents. Vous trouverez les infos sur le concours. Donc, voilà. Ici, ça a été quand même relativement vite. Ça veut dire que, évidemment, sur mon Mac Studio Ultra,
je vais avoir beaucoup plus rapide. Mais là, pour moi, j'ai pas des temps de travail qui sont rédhibitoires et qui m'empêcheraient d'utiliser cette fonction dans mon atelier. Alors, autre chose que je fais régulièrement dans mon atelier, c'est utiliser Lightburn et pour gérer mes gravures laser, que ce soit avec mon laser fibre ou avec les lasers diodes que je teste régulièrement. Alors ici, j'ai pris pour exemple, pour tester, pour voir si c'était fluide et qu'il n'y avait pas de souci avec, cette image qui est quand même en assez grosse résolution, vu qu'on est sur une image qui fait à peu près 6 mégas, qui est en 423 dpi et que le laser, que l'ordinateur va devoir gérer pour l'envoyer au laser, et donc ça fonctionne absolument sans problème. Je vous montre ici une image du laser occupé de travailler pour le moment directement depuis l'ordinateur, alors que je fais plein de choses avec également. Et c'est un point à noter, tout ce que vous voyez que je filme et tout ça, il m'arrive de faire du multitâche et ça ne fait aucun problème. Donc vous voyez ici que ça zoome sans difficulté, j'ai pas vraiment de lag à l'utilisation. Bref, là aussi il fait le boulot qu'on attend. Bon, alors autre chose qui est important pour moi, c'est de pouvoir utiliser les outils de la suite Adobe. Alors a priori, c'est aussi sur mon Mac que j'utilise la plupart de ces outils quand je travaille. Mais ici dans l'atelier, j'ai souvent besoin notamment d'Illustrator quand je veux travailler ou modifier un modèle que je vais graver au laser. Bon, alors déjà je peux constater, et je tiens à souligner, j'ai vraiment pas entendu le ventilateur pour le moment. Bon voilà, ça s'est ouvert très vite, le SSD fait bien son travail. Voici un petit projet sur lequel j'avais travaillé. Bon, je l'ouvre pour voir si il n'y a pas des gros lags, des gros ralentissements. Alors c'est pas des gros projets graphiques non plus, et c'est pas l'ambition de cette machine là, mais voilà le genre de choses que je devrais pouvoir être amené à manipuler avec cet ordinateur là dans l'atelier. Bon, par curiosité, j'ai ouvert une illustration un peu plus grosse que j'avais fait à l'époque pour une petite illustration de presse. Voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de ralentissement notable. À ce niveau-ci, je pense que je n'aurai pas de difficulté pour du travail léger à semi-lourd sous Illustrator. Enfin, et notamment pour pouvoir travailler sous Lightburn, vous avez vu, je peux être amené à utiliser Photoshop et des fois à traiter des images assez lourdes. Alors cette image-là, elle fait plus de 6 mégas. C'est une image qui est quand même relativement lourde. On est sur une résolution de 5000 sur 5000. Donc voilà, c'est quelque chose qui est normalement, qui peut solliciter le processeur quand même de manière assez importante et la mémoire, et j'ai aucun problème avec. Alors juste ici au niveau de la sélection, donc ça c'est une opération qui est assez lourde quand même, au niveau de la sélection par objet, ça a mis un peu plus de temps à travailler. Bon, un peu plus de temps, c'était pas instantané, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est pas non plus la machine que j'avais avant. Ça, je tiens à le souligner. Et par contre, une fois que ma sélection est faite, si j'applique des choses comme par exemple une colorisation de la teinte sur l'objet sélectionné et tout ça, c'est complètement fluide à ce niveau-là. J'ai pas de souci, bien que je sois sur une image qui est quand même de relativement grande taille. Alors juste par curiosité, mais là je sais, c'est pas une machine qui est taillée pour ça. J'ai appliqué un filtre neural super zoom, enfin je suis occupé de le télécharger là, mais je vais l'appliquer et je vais l'appliquer au maximum. Donc c'est censé pouvoir me permettre d'augmenter à mort la taille de mon fichier en perdant pas de résolution. Et ça c'est quelque chose qui nécessite une puissance de travail énorme. Voilà, la machine devrait a priori avoir du mal à le faire. Alors je regarde ici, il l'applique et je vois qu'il prévoit 15 minutes de traitement. Bon, à titre d'information, sur mon Mac M2 Ultra, je le fais en 5-6 minutes à peu près. Donc, mais on est sur une machine 8 fois plus chère aussi. Alors bien que c'est plutôt un appareil pour travailler, une manière de voir s'il est assez performant, c'est de savoir si on peut se lancer un petit jeu de temps en temps et un petit jeu qui est pas trop ridicule. Alors moi je joue à Diablo 4 par exemple, et je joue a priori sur ma Xbox, mais je me dis pourquoi pas, puisque sur mon Mac je peux pas, pourquoi pas essayer de l'installer et de voir comment il tourne. Alors là apparemment dans l'application Xbox il peut faire une vérification des performances, mais ça dit après que la vérification des performances n'est pas encore disponible. Bon, voilà, donc on ne saura pas la vérification des performances. Donc la meilleure manière de faire, c'est
de l'installer. Alors pour ça, je dois installer Battle.net aussi. Bon voilà, au niveau du lancement du jeu, on n'a pas eu de problème particulier, ça se lance assez vite, l'interface démarre bien. Par contre, hein, vous allez voir, on n'est clairement pas sur un ordinateur taillé pour le jeu. C'est pas son ambition non plus. Et puis j'ai envie de dire, vous voyez, à 649 €, l'ordinateur entier il est moins cher que le prix d'une carte graphique pour pouvoir jouer dans des conditions un peu correctes, sachant que j'étais ici sur un écran 2K. Voilà, hein. Je vous montre un petit peu. J'ai pu avoir quelque chose de relativement fluide, hein, donc il y a moyen de jouer, hein, mais pas dans les meilleures conditions. Avec voilà, vous voyez, ça lag un peu, et dans le jeu, c'est avec les détails les moins fins, et voilà. Donc, mais je vous montre ceci. Bon, alors je me rends compte qu'OBS a enregistré, c'était beaucoup plus fluide que ça, hein, donc voilà, c'était fluide avec des détails et un jeu qui était pas super beau, mais par contre c'était fluide. Là ça ne l'est pas du tout, hein, mais ça je crois que c'est plutôt l'enregistrement d'OBS qui a posé un problème. Bon, alors quelle est ma conclusion pour cet ordinateur, ce mini PC, et est-ce qu'il a sa place dans mon atelier? Alors bon, la réponse va être oui, hein, il a sa place dans mon atelier. J'ai gagné en performance, ça c'est certain, par rapport à l'ordinateur portable que j'avais avant, et j'avais pas envie de mettre plus que 700 € dans un ordinateur. Alors je rappelle, celui-ci je ne l'ai pas payé, mais j'envisageais de me l'acheter. S'il n'avait pas répondu, j'allais m'acheter quelque chose, et je cherchais, et je m'étais mis maximum 700, 750 €, 800 vraiment s'il fallait, sachant que en fait je ne vais pas jouer avec, il fallait simplement des trucs qui soient pour des processus d'atelier et qui prennent pas de place, vraiment le moins de place possible, qui soit pas bruyant. Et ici, il coche toutes les cases. Tout ce que je faisais sur mon portable, je peux le faire en mieux, hein, puisque c'est plus rapide. Alors oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses, et notamment ce qui concerne le GPU, où j'ai mieux fait de venir sur mon Mac M2 pour pouvoir le travailler, mais ce sont des machines où la puissance graphique est importante. Enfin, c'est des machines pour des processus où la puissance graphique est importante, et c'est évidemment là-dessus que je vais faire mon travail le plus lourd. Et comme je le disais, il s'agit plutôt ici d'un ordinateur contrôleur, et pour ça, je trouve franchement qu'il est bien, et en plus il est évolutif. Alors la marque Geekom, personnellement, je connaissais pas des masses, mais je me suis un peu renseigné, et ça a l'air quand même d'être une marque qui a pignon sur rue pour ce genre de produit. Et quand on compare les prix, on est quand même sur des prix un petit peu inférieurs à ce qu'on peut avoir sur d'autres grandes marques comme Asus et tout ça, qui font des mini PC, des NUC, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut noter. Donc si vous avez un budget de 650-700 € pour une machine, et que vous avez envie qu'elle soit, voilà, on peut la déplacer facilement au besoin, et elle prend pratiquement pas de place, elle peut se cacher, et voilà, c'est une solution que vous pouvez probablement envisager. Alors il y a ce modèle-ci, il y a d'autres modèles. Moi j'ai testé le i7, j'ai pas eu le i9, donc je peux pas faire une comparaison entre les deux. Et je n'ai pas non plus appliqué un processus de test très... comme d'habitude, je suis pas quelqu'un qui va faire des tests très chiffrés, hein, l'idée c'est le ressenti utilisateur. Ça c'est vraiment quelque chose, tous mes tests sont faits comme ça, c'est moi en tant qu'utilisateur, comment je ressens les choses. Est-ce que les applications que j'utilise, je peux les utiliser de manière confortable? Est-ce que mon expérience utilisateur est bonne? C'est ça que je dis. Il y a probablement plein d'autres vidéos qui vont donner des statistiques chiffrées, avoir décortiqué le tout, pouvoir comparer avec d'autres processeurs, d'autres ordinateurs et tout ça. Voilà, c'est pas l'ambition de cette vidéo, et c'est pas ce que j'ai fait dans cette vidéo. Donc mon expérience utilisateur a été bonne. Elle n'est pas parfaite, notamment, vous voyez, il faut pas que je me mette à avoir envie de jouer à Diablo 4, parce que effectivement c'est jouable, mais de manière en sacrifiant beaucoup de confort de jeu. Pareil pour la modélisation. Si je veux vraiment faire quelque chose de très lourd, je vais pas être hyper confortable avec cet ordinateur, mais
vraiment, il permet de dépanner. Alors moi, je le vois comme ça, comme un ordinateur de complément pour mettre dans l'atelier quand vous êtes dans une composition comme la mienne. Après, il pourrait tout à fait aussi servir d'ordinateur, enfin, ça dépend un petit peu de vos usages, hein. Si vous faites pas de modélisation et que vous gérez simplement tous les processus liés à l'impression 3D, plus des mails, plus regarder du YouTube et tout ça, cet ordinateur est parfait, hein. Il n'y a aucun souci avec ça, vous serez pas limité par le GPU. C'est vraiment là où il y a les applications où le GPU rentre en considération qu'on va être limité par cet ordinateur. Voilà pour mon appréciation personnelle sur ce PC. Je remercie encore Geekom de m'avoir fait confiance et puis d'avoir équipé mon atelier, hein, puisque voilà, maintenant j'ai un bon petit ordi pour continuer le travail. Et je vous dis à la prochaine. Mettez dans les commentaires tout ce que vous voulez mettre. Dites-moi si ce genre de contenu qui sort un peu des sentiers battus mais qui reste dans la tech est quelque chose qui vous intéresse. Dites-moi éventuellement s'il y a un type de produit en particulier que vous voudriez voir tester sur la chaîne. J'essaierai de trouver des partenariats si je trouve ça pertinent. Et je vous dis à la prochaine.